se réunit pour proclamer la République soudanaise, État membre de la communauté, tel que le prévoit la Constitution, adoptée à une écrasante majorité le 28 septembre 1958. Il est exactement 10h52. Monsieur Gilles Boulon, chef de territoire, et Monsieur Jean-Marie Connet, président du Conseil, accompagné de Monsieur Alassane Maman Ali Dara, entre maintenant dans la salle du Conseil. Et Monsieur Jean-Marie Connet prend la parole. Monsieur le chef de territoire, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les conseillers territoriaux. L'an dernier, à pareille époque, nous mesurions ensemble tous les chemins déjà parcourus par notre Soudan depuis l'intervention de la loi cadre du 23 juin 1956 qui nous rentrouvrait l'apport de l'autonomie. Nous esquissions le bilan de la tâche accomplie et les objectifs du Conseil de gouvernement qui, issu de votre Assemblée et investi de sa confiance, avait pris en main la charge des secteurs essentiels des affaires publiques. Depuis lors, le cours des événements s'est encore accéléré. Le 28 septembre 1958, en apportant par libre détermination notre adhésion à la Constitution, nous avons contresigné l'acte de naissance de la communauté unissant la République française et les peuples d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est que notre chère Afrique, restée pendant des temps la belle au bois dormant, se met au rythme vertigineux du monde moderne. À juste titre, on a pu dire que cette seconde moitié du XXe siècle aura pour l'une de ses principales caractéristiques l'affirmation de la personnalité des pays dits sous-développés. Après l'Extrême-Orient, l'Afrique s'anime. Depuis quelques années, se sont multipliés les contacts et les prises de position de peuples accédant à leur majorité. Dans ces échanges d'idées, ces rassemblements de forces, l'Afrique a eu sa part. C'est notamment en septembre 1957, dans notre ville de Bamako, qu'a été lancé cet appel aux résonances infinies, cet appel à la France pour une communauté égalitaire et fraternelle. Depuis des mois déjà, nous sentions que la loi cadre, étape capitale dans la libre gestion de nos propres affaires, ne pouvait constituer une formule définitive susceptible d'assurer la stabilité de l'ensemble franco-africain. Depuis des années, les projets de révision de la Constitution s'enlisaient, comme d'autres choses, hélas, dans les marécages de ce qu'on a appelé le système. Et l'on se demandait anxieusement si en présence d'un monde évoluant à pas de géants, la France trouverait une réponse digne de sa tradition et de sa mission libératrice. Nos ministres, qui suivaient ces questions au sein même du gouvernement de la République, ont constaté ces difficultés. Permettez-moi de rappeler ici l'appel pathétique adressé cette année même dans notre ville par notre député maire, alors ministre de la République. L'année 1958, disait-il, apporte les plus grandes chances de l'Afrique et de la France. Les laisserons-nous passer? J'affirme que leur Afrique ne se fera pas si la communauté franco-africaine ne se fait pas. Que celle-ci ne se fera pas sans que s'affirme la personnalité africaine. Nous sommes à l'heure des options. L'Afrique a choisi, la France hésite, le temps passe. Moi-même, en mai dernier, je vous disais à cette tribune, me tournant vers la métropole, je dis et je répète que l'heure du choix a sonné et qu'il serait dangereux de nous faire attendre plus longtemps. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une question de confiance dans l'option qui se pose à nous tous. Nous avons su résister au mirage de l'indépendance nominale pour une communauté franco-africaine. Je pense et je souhaite que le nouveau gouvernement de la République ne nous décevra pas. Eh bien, la France nous a répondu magnifiquement
au-delà des espérances formulées il y a seulement quelques mois. Et c'est là, par l'intermédiaire de sa plus prestigieuse figure, le général de Gaulle a immédiatement entamé le dialogue. Tenant le plus largement compte des avis formulés par nos élus, son gouvernement mettait sur pied, en quelques mois, un projet de communauté répondant à tous nos vœux, à ceux exprimés à Bamako. En présence du chef de territoire, représentant le gouvernement de la République, nous exprimons solennellement notre gratitude au président de Gaulle, toute notre gratitude aussi et notre affection au peuple de France. Nous disons aussi merci à tous ceux qui, sur notre terre d'Afrique, et particulièrement au Soudan, les plus grands jusqu'aux plus humbles, ont contribué, chacun dans leur domaine, à ces réalisations dont nous nous félicitons aujourd'hui. Devant l'alternative ainsi offerte, coupant court aux longues exégèses, il fallait en définitive répondre par oui ou par non. À cela, d'aucuns se sont récriés. Aurait-il préféré reprendre le fil inextricable de ces longues discussions stériles qui avaient failli nous acculer au découragement? D'aucuns ont estimé que l'Afrique ne pouvait souscrire à ces formules qui résultaient pourtant de libres discussions. Quelle critique faisait-il à ces propositions? Elles auraient mis en cause à tout jamais l'unité et l'indépendance de ces pays. Nous avons répondu en temps voulu à ces affirmations gratuites relevant de la pure propagande démagogique, émanant de ceux qui, par le mirage de la facilité, croyaient pouvoir saper le capital de confiance que nous avions acquis au sein des masses au prix de lourdes épreuves. En fait, il n'y a pas de choix entre l'indépendance et la suggestion, entre l'unité et la balkanisation. Une fois constaté que le droit imprescriptible des peuples à l'indépendance est inscrit dans la Constitution, une fois constaté que l'indépendance absolue est illusoire, en notre siècle des grands ensembles, et qu'elle ne se réalise pas, en tout cas, d'un simple trait de plume, nous avons délibérément souscrit à une libre association sur une base égalitaire. En définitive, la formule adoptée allie tous les avantages de l'indépendance, à savoir la libéralisation de nos propres affaires, à ceux d'une association fructueuse dans la dignité. Je citerai encore sur ce point notre député maire. L'indépendance totale suppose que le Soudan ou l'AOF ait sa diplomatie, son armée, sa monnaie. Sommes-nous prêts à cela? Avons-nous les moyens, rien que par nous-mêmes, de résoudre tous nos problèmes? Construire des routes, des écoles, des dispensaires, ouvrir les chantiers. Notre manque de moyens nous impose de composer avec ceux qui peuvent nous aider, en l'occurrence la France. En fait, toutes les possibilités d'évolution sont offertes au sein de la communauté. Une balkanisation de l'Afrique? Ce sont bien plutôt ceux qui ont renié leurs premiers accords qui en ont amorcé le mouvement. Ou du moins, avec je ne sais quelle arrière-pensée tactique d'hégémonie, ont retardé d'autant la réalisation de cette unité. On a ainsi accusé d'abuser de la confiance des masses, de trahir les véritables intérêts de l'Afrique. Cela même, au paradoxe, qui avait été les pionniers de l'émancipation africaine, l'équipe des temps héroïques. Une telle accusation était-elle imaginable? Ils ont été de ces hommes dont la sagesse, en même temps que la générosité de leurs interlocuteurs, où s'était retrouvé le cœur de la vraie France, avait permis, depuis des années, de subsister à un conflit douloureux, un dialogue fécond, dont l'aboutissement devait être l'appel de Bamako. Ces mêmes hommes ont exercé leur option en pleine conscience des lourdes responsabilités qui pesaient sur leurs épaules, les destinées encore précaires de leur peuple. En toute connaissance des causes, ils ont souscrit aux formules qui avaient résulté de libres discussions dans le cadre des programmes naguère approuvés
d'un commun accord par l'ensemble des partis africains. Nous savons en définitive le sort réservé par les populations soudanaises à ces affirmations fallacieuses. Nous ne reviendrons pas sur les conditions écrasantes dans lesquelles les populations, ratifiant les choix proposés par le gouvernement, lui ont une fois de plus manifesté leur confiance au total. Ainsi, la sagesse africaine a dit non à l'aventure et à son cortège de misère. Elle a dit oui à l'évolution constructive, à la liberté véritable, à l'association avec la France. Le Soudan a retrouvé son unité. Et à ceux qui ont choisi notre voie, nous n'avons pas répondu par d'autres sarcasmes. Le cœur serré, nous leur avons dit bonne chance. Qu'il plaise à Dieu que par des voies différentes, nous nous retrouvions un jour unis de nouveau dans une meilleure compréhension. Pour nous, dédaigner de poursuivre ces controverses stériles, nous vous proposons de nous attaquer résolument aux tâches énormes et exaltantes qui nous attendent. Sur le chantier ainsi déblayé, il nous revient de bâtir les institutions nouvelles. Cette œuvre se présente sous un triple aspect. Mise en place des institutions de la communauté, formation d'une fédération primaire, enfin, élaboration du statut interne de la nouvelle entité soudanaise. Ces tâches, nous les aborderons avec, pour préoccupation première, l'affirmation de la personnalité africaine et la construction de l'unité africaine dans le cadre de la communauté. L'affirmation de notre personnalité résultera d'un immense effort de synthèse entre nos traditions de sagesse ancestrale et nos acquis au contact du monde occidental et tout particulièrement de la civilisation française. Nous nous attacherons aussi à la construction de l'unité africaine, cette unité amorcée hier dans un effort commun pour l'émancipation, aujourd'hui menacée dans la mesure où les rivalités prendraient libre cours. C'est dans ce souci d'unité que nous avons convié les organisations syndicales à faire prévaloir la nécessité de la reconversion de leur action dans le nouveau cadre de l'autonomie. Elles auront désormais à considérer qu'elles se trouvent en présence de gouvernements qui sont l'émanation des masses africaines. Elles devront tenir compte dans leur action pour le soutien des travailleurs des incidences que toute revendication peut avoir au niveau de l'ensemble du pays. C'est encore dans le même esprit d'unité que nous plaçons tous nos espoirs dans les jeunes pour qui les collectivités consentent des sacrifices financiers dans l'espoir des moissons futures. Nous rendons hommage à leur dynamisme. Ils sont tout notre avenir. Mais nous leur demandons de reprendre contact avec les réalités africaines afin de pouvoir s'unir à nous dans cette tâche si exaltante qui nous paraissent bien dignes d'alimenter leur enthousiasme. Sur le premier point qui nous intéresse, à savoir la mise en place des institutions de la communauté, nous avons admis que rien ne peut être entrepris dans l'équivoque. Ainsi qu'il m'a déjà été donné de le souligner, nous avons souscrit un contrat avec la République en vue de bâtir la communauté suivant des lignes conformes à nos vœux. Nous comptons donc, pour l'heure, bâtir cette communauté sans arrière-pensée. Mais si nous entendons respecter le contrat, nous veillerons à ce qu'il soit respecté de part et d'autre, à ce que l'esprit démocratique et libéral de la Constitution soit scrupuleusement observé. Nous avons déjà pu juger l'actuel gouvernement de la République à l'œuvre et jauger l'une de ses promesses. Comme je l'ai dit, cela est de bon augure. C'est dans les mêmes conditions que nous aborderons l'élaboration de la fédération primaire à l'échelle de l'Afrique occidentale. Pour bâtir solidement, il faut agir avec circonspection. Nous savons tous les problèmes que pose l'édification de l'unité de l'Europe. Pour nous encore, il ne peut s'agir que de l'union d'éléments semblables. Comment bâtir une association avec des gouvernements qui n'auraient pas les mêmes perspectives d'avenir? Comment faire confiance à certains apôtres de l'unité qui voudraient en faire l'instrument de leur ambition? La vocation de notre peuple soudanais, comme cela a été
si bien soulignée, est celle du pays du milieu. Notre mission sera de travailler inlassablement au rassemblement des peuples d'Afrique. Le dernier problème institutionnel est celui de la mise en place des institutions du nouvel État du Soudan. La Constitution, adoptée le 28 septembre 1958, prévoit en son article 76 les dispositions suivantes. Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République s'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 1991. Ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit groupés ou non entre eux, États membres de la communauté. C'est en vue d'exercer une telle option que le Conseil de gouvernement a convoqué votre Assemblée en session extraordinaire. Depuis l'intervention de la loi cadre du 23 juin 1956, les institutions mises en place dans les territoires du Soudan, amorçant déjà une large autonomie, ont permis aux responsables de ces pays d'acquérir l'expérience de l'autonomie de gestion. Si nous traçons le bilan de l'œuvre déjà accomplie, nous pouvons dire que grâce à la bonne volonté et aux efforts de tous, cette expérience s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Qu'il me soit permis à ce propos de remercier le chef du territoire, M. Jipoulon, pour la bienveillante compréhension et le discernement avec lesquels il a exercé son rôle de guide et a facilité notre tâche. Le succès de cette expérience nous autorise à affirmer que le pays est d'ores et déjà en mesure de bénéficier des larges possibilités désormais offertes par la Constitution. C'est dans ces conditions que le gouvernement a l'honneur de soumettre à l'approbation de votre Assemblée un projet de délibération tendant à transformer le territoire du Soudan en un État membre de la communauté, jouissant de l'autonomie, s'administrant lui-même, gérant librement et démocratiquement ses propres affaires, suivant les termes mêmes de la Constitution. Cet État sera dénommé République soudanaise. Toujours dans les soucis de préserver l'unité africaine au sein de la communauté et dans le cadre des possibilités de groupement offertes par la Constitution, il est prévu que le nouveau État du Soudan pourra se fédérer avec d'autres États africains membres de la communauté. Il convient par ailleurs que la République soudanaise soit dotée au plus tôt d'une constitution. À cet effet, le projet qui vous est soumis prévoit que votre assemblée territoriale est érigée en assemblée constituante afin d'assurer la permanence des pouvoirs. Il est prévu que cette assemblée devienne en même temps assemblée législative provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Dans les mêmes conditions, le Conseil du gouvernement du Soudan est transformé en gouvernement provisoire de la République. La réglementation en vigueur demeure applicable jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Enfin, dans le but de faciliter la tâche du gouvernement, qui sera appelé à soumettre à l'Assemblée un projet de constitution, il est apparu opportun de prévoir l'institution d'un comité constitutionnel. Messieurs, si vous approuvez le projet qui vous est ainsi présenté, cette journée constituera pour nous une date historique, celle de la naissance de la République soudanaise, premier État membre de la communauté constitué sur la terre d'Afrique. C'est dans l'unanimité que nous vous demandons d'approuver le premier acte constitutionnel du nouvel État. Cette adhésion massive, si vous la consentez, sera d'un heureux augure pour le succès de l'immense œuvre qui nous attend et à laquelle nous convions toutes les bonnes volontés des enfants de ce pays, anciens et jeunes, intellectuels et travailleurs manuels, paysans, fonctionnaires, tout du plus puissant au plus humble. De notre esprit d'enthousiasme et de notre abnégation, il dépendra que nous donnions à la future République les traits conformes à ce que nous avons ardemment rêvé. Vive la nouvelle République soudanaise, vive la France et vive la communauté.